Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, donc pour tous les participants, à votre demande, je pourrais vous faire parvenir l'enregistrement si vous le souhaitez. Alors, rapidement, donc moi je suis Bénédicte Kersenbrock, je suis ingénieure formation pour Lilo Formation. Je suis essentiellement basée alors à Montpellier, mais aussi à Toulouse. Et ma mission, c'est de développer de la formation et de faire en sorte que l'offre qui se faisait jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a à peu près un an, exclusivement en Midi-Pyrénées, puisse également se faire sur l'ex-région Languedoc-Roussillon. Alors, on développe également en direction de territoires, de départements d'outre-mer, puisque nous avons de la formation là qui va se dérouler à La Réunion. Sachez pour ceux qui viennent de la Guadeloupe, Martinique ou Guyane, que nous pouvons délocaliser de la formation chez vous. Il suffit qu'on ait un nombre suffisant de participants. Alors rapidement, l'ILO, c'est un organisme associatif qui a été créé par l'Ordre des architectes de Midi-Pyrénées, qui a pour vocation de rendre la formation accessible au plus grand nombre d'architectes. C'est pour ça qu'on vous propose de la formation de manière très locale, c'est-à-dire qu'on essaye le plus possible de se déplacer sur les territoires. Donc là, par exemple, ce mois-ci, on a de la formation qui s'est déroulée à Perpignan, à Mende, à Montauban, à Rodez. Donc on peut vraiment, on fait en sorte d'aller au plus près des architectes. On est également sur des tarifs régulés pour faire en sorte que vous n'ayez pas de surplus à financer sur vos propres fonds. On fait en sorte d'encaisser également vos paiements 2 mois après la fin des formations pour laisser le temps au FIFPL de vous rembourser. Donc, on fait vraiment le maximum pour que ce soit pas compliqué pour vous d'accéder à la formation. On est aussi très à l'écoute de thématiques que vous souhaiteriez aborder en formation et qui ne seraient pas forcément dans notre programme. C'est pour ça qu'on est constamment en train de créer des nouvelles formations. Et là, pas plus tard qu'aujourd'hui, je viens d'en enregistrer 2 nouvelles. Une sur la couleur, le traitement de la couleur sur le bâtiment. D'ailleurs, il va y avoir une webconférence sur le sujet début juillet. Et puis une autre sur la prévention des risques professionnels et la gestion des contentieux. Donc voilà, ça c'est les deux toutes nouvelles formations, mais il va y en avoir d'autres encore qui vont arriver prochainement. Alors, par rapport à votre obligation de formation, il y a la formation structurée, donc c'est les formations qu'on propose généralement à l'ILO Formation, et il y a également la formation complémentaire, et c'est pour ça qu'on vous propose ces webconférences qui sont gratuites et qu'on essaye de rendre assez variées dans les sujets qui sont abordés. Certaines débouchent sur des formations, mais pas toutes. Donc, on teste aussi certaines thématiques pour voir si c'est cohérent ou pas de développer de la formation derrière. Donc, à l'issue de cette conférence, je pense lundi prochain, parce que ce ne sera pas possible avant, vous recevrez un mail automatique avec l'attestation de formation. Si vous ne le recevez pas, n'hésitez pas à nous recontacter. Nous, on se fie sur les temps de connexion. Donc, on a effectivement, on édite la liste des participants et les temps de connexion, et à partir de là, on établit les attestations de formation. Voilà, j'ai fait le tour assez rapide. Je vais laisser place à Thomas Buzy, qui va aborder avec vous l'acoustique en architecture. Il y aura un temps qui sera prévu pour que vous puissiez poser vos questions. À ce moment-là, je réactiverai tous vos micros
En attendant, si vous avez le moindre problème, vous avez le chat. N'hésitez pas à écrire dedans. On regarde, on veille et on vous répondra. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. À tout à l'heure. C'est à vous, Thomas. Oui, je partage ma webcam, comme ça vous pouvez me voir ou ne pas me voir si vous en avez envie ou pas. Voilà, en tout cas, vous avez quelqu'un en face de vous. Alors pour moi, c'est très particulier parce que je m'adresse à 47 personnes que je ne vois pas. C'est pas dans mes habitudes. Alors, voilà. J'espère que vous avez tous mon écran sous les yeux. Donc le sujet du jour, c'est l'acoustique et l'architecture. J'ai appelé ça un duo gagnant. Je suis ingénieur acousticien CNAM, c'est le Conservatoire national des arts et métiers qui offre une formation d'acousticien assez intéressante pour des personnes qui sont déjà en activité. Alors, nous allons commencer. Je vais vous dérouler le plan de l'exposé. Alors, nous allons commencer par voyager un petit peu loin dans le temps avec une introduction à l'acoustique qui va nous faire partir un peu de la préhistoire et venir jusqu'à nos jours. Ensuite, vous avez un petit quiz, je vais vous faire travailler, je suis désolé, vous vous êtes dit que vous alliez assister à une webconférence et que ça allait être tranquille, mais je vais vous faire travailler ce soir dans l'idée de voir un peu quelle représentation vous avez de l'acoustique. Ensuite, on parlera des fondamentaux de l'acoustique, qu'il ne faut pas rater quand on travaille dans le bâtiment, que l'on soit architecte ou entrepreneur. Ensuite, on fera un petit balayage de la réglementation acoustique et du confort acoustique. Là, pour que vous ayez une notion de ce qui existe dans la réglementation actuelle en termes d'acoustique. Une conclusion, et ensuite, il y aura une partie de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions tout au long de mon exposé et je serai ravi de répondre. Alors là, il y a eu un gros bruit. J'espère que ça fonctionne toujours. Vous me confirmez que ça fonctionne toujours? Oui. Oui. Oui, ça fonctionne très bien, Thomas. Je pense que c'est quelqu'un qui a dû activer son micro ou voilà. D'accord. Bon, je vais essayer de parler lentement, comme ça, s'il y a des connexions un petit peu poussives, j'espère que l'intelligibilité, pour employer un terme d'acousticien, sera quand même bonne. Alors, restez près de l'écran. Pardon? Et restez près de l'écran parce qu'il y a des moments où ça coupe. Oui, d'accord. Merci. Alors, introduction à l'acoustique. L'acoustique, c'est la science du son. L'acoustique est intimement liée à la musique. Et donc, c'est quelque chose qui a commencé il y a très longtemps dans notre histoire, en fait, dans notre préhistoire même, puisque on a des origines préhistoriques pour ce qui est de la musique. Par exemple, cette flûte que vous allez voir apparaître ici est une flûte qui a été fabriquée dans un os de vautour. Elle a à peu près 35 000 ans. Voilà, donc les hommes à cette époque faisaient déjà de la musique et ils utilisaient aussi certainement les grottes et les singularités acoustiques que l'on peut noter dans les grottes. J'ai l'anecdote d'une grotte dans laquelle des chercheurs se posaient des questions quant à la présence de 2 points rouges sur des parois, ce qui a posé problème longtemps à beaucoup de monde, sans arriver à en comprendre la signification. Et un beau jour, 2 des chercheurs étaient chacun près d'un de ces points, à une vingtaine de mètres l'un de l'autre, en train de se demander ce que ça pouvait bien être. Et quand l'un des deux a parlé, l'autre s'est aperçu qu'il y avait une focalisation parfaite de la voix de son collègue. Et donc les hommes préhistoriques ont dû, eux aussi, se servir de ces focalisations, de ces singularités acoustiques. Donc c'est vraiment les tout débuts de l'acoustique pour ce qui est de l'acoustique du bâtiment et pas de l'acoustique en intérieur. Et ensuite, les draperies et colonnes de calcite, dans certaines grottes, nous avons pu trouver des marques qui ont été faites par des percussions d'objets.
Et lorsqu'on tape dessus, en effet, ça sonne vraiment très bien. Donc certainement aussi, ces draperies et stalactites ou stalagmites ont dû être aussi utilisées dans un but de produire du son dans les grottes. Les bases de l'acoustique proviennent de l'Antiquité, avec ce que vous connaissez certainement tous, hein, les amphithéâtres, dans lesquels des études ont été faites, des études acoustiques assez récentes, pour essayer de mettre en évidence les caractéristiques acoustiques de ces lieux qui sont vraiment particuliers. On s'est aperçu en fait que la forme, le volume, la disposition des gradins, l'inclinaison des nez de marche, on va dire, font que cela réalise une espèce de coupure des basses fréquences de l'environnement alentour et qui favorise donc l'émergence de la voix dans ces lieux-là. Donc ça n'a pas été fait au hasard. Donc il y avait déjà des acousticiens qui avaient déjà compris beaucoup de choses à cette époque. Ensuite, Pythagore, 550 avant Jésus-Christ, a travaillé sur les cordes vibrantes, hein, ce qui est un peu la base de tout ce qui a été développé ensuite en acoustique. Et Galilée, au XVIIe siècle, qui n'a pas fait que de l'astronomie, qui s'est intéressé à la vibration de l'air, c'est lui qui a découvert ce phénomène. Il fallait quand même arriver à savoir ce que c'était qu'un son, quelque chose d'invisible, et de là à passer le pas et à comprendre que c'était une vibration de l'air, c'était déjà une grande avancée. Il a mis en évidence les fréquences aussi. On va revenir un petit peu sur tout ça après. Pour ce qui est des choses plus récentes, l'acoustique des salles, c'est Sabine en 1900, Sabine et Wallace qui ont posé vraiment les premières bases de tout ce qui est durée de réverbération et puis d'autres paramètres d'acoustique des salles un petit peu plus poussés. Voilà, donc ça un peu plus d'une centaine d'années, on va dire, l'acoustique vraiment proprement à parler des salles avec des calculs prévisionnels pouvant dire on aura telle durée de réverbération dans une salle. Voilà, c'est Sabine en 1900 qui a posé ces bases-là. Alors nous allons aborder les différents domaines de l'acoustique. Vous allez voir que l'acoustique, ça touche à beaucoup, beaucoup de choses. Alors l'acoustique physique, premièrement, dans laquelle il y a le sujet évidemment qui va nous intéresser ce soir, qui est l'acoustique architecturale. L'acoustique architecturale, ça veut dire intégrer l'architecture, intégrer l'acoustique dans l'architecture de manière à ce que la salle réponde en fait aux besoins que l'on a. Si on doit faire de la parole dans une salle, si on doit faire de la musique dans une salle, quel type de musique on doit faire. L'architecture et l'acoustique travaillent de pair à ce moment-là pour proposer un volume, une forme, des matériaux qui vont faire que l'intelligibilité de la voix, si c'est un message parlé, soit optimale, ou si c'est de la musique de chambre, ou si c'est de la musique orchestrale, soit restituée au mieux. Vous savez très bien que si vous allez jouer du rock and roll dans une église, ça fonctionne très très mal parce que le local n'est pas du tout adapté. Voilà, là, je vous parle un petit peu de l'extrême, mais c'est pour illustrer mon propos. Il y a l'électroacoustique. Alors l'électroacoustique, ça c'est uniquement la partie sonorisation, c'est-à-dire mise en place d'enceintes. C'est un métier aussi, hein, la taille des enceintes, leur puissance, leur localisation, éviter les échos, etc. pour retransmettre un message sonore, une musique de la meilleure manière qui soit dans une salle. La salle aussi est importante, hein, le canal salle est aussi important. Si vous avez une très mauvaise salle, vous avez beau travailler l'électroacoustique au mieux, on arrive très vite à une limite. Du coup, l'acoustique architecturale a toute son importance là aussi. On utilise l'acoustique dans l'imagerie médicale. Vous connaissez tous l'effet Doppler, les échographies, les ultrasons. Tout ça, c'est de l'acoustique aussi. On va aussi sous l'eau, on ne reste pas que dans l'air. Lorsqu'on met en vibration un milieu, ça peut être de l'air, mais ça peut être de l'eau aussi. L'acoustique est un peu différente dans ce milieu-là. Mais on se sert de l'acoustique sous-marine pour étudier les émissions sonores de tous les cétacés. Et sinon, la marine, évidemment, l'armée se sert beaucoup de tout ce qui est acoustique dans leurs investigations. L'aéroacoustique, donc là, c'est tout ce qui touche aux écoulements turbulents. Ça intéresse beaucoup le domaine de l'aviation, le domaine des éoliennes. Vous savez que c'est la turbulence du placement d'un corps dans l'air qui génère le bruit.
Ensuite, bien évidemment, l'acoustique physique, il y a de la recherche pure, hein, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la réflexion des ondes, leur diffusion, la diffraction, la transmission. Voilà, donc c'est peut-être des termes qui vous rappelleront de plus ou lointains souvenirs de physique ou de cours d'acoustique que vous avez fait. Thermoacoustique, c'est un domaine très particulier aussi de recherche dans lequel on peut arriver, grâce à des ondes acoustiques, à créer des différences de température. Un autre domaine, c'est l'acoustique humaine, bien évidemment, puisque l'audition, la physiologie de l'oreille, voilà, est une discipline à part entière. La psychoacoustique, c'est-à-dire comment notre cerveau interprète les sons que l'on reçoit, qui est aussi quelque chose de très particulier. Vous savez que on est tous très différents dans la perception des sons. Il y a des gens qui sont très sensibles aux sons, d'autres moins, d'autres très dérangés par les sons et d'autres moins. Voilà, donc alors, il y a un micro branché qu'il faudrait couper quelque part. Je continue. Ensuite, il y a la phonétique. Alors, je regarde. Ah oui, je ferme les micros. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés entre-temps. D'accord, bienvenue à Voilà, vous. c'est bon. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc un autre domaine de l'acoustique humaine, après l'audition, la psychoacoustique, c'est la phonétique. Donc là, on rentre dans le domaine de la reconnaissance de la parole, la synthèse vocale que nous avons maintenant à peu près tous sur nos téléphones. Voilà, c'est des domaines de recherche dans la phonétique. Et il y a évidemment l'acoustique musicale aussi. Donc là, on étudie la mécanique des corps vibrants et la voix humaine aussi, qui est un instrument, bien évidemment. Comment ces ondes se propagent, leur intensité, leur fréquence, ce qui donne le timbre en fait d'un son. Donc tout cela est étudié aussi pour savoir comment les anciens instruments fonctionnaient et fonctionnent bien, les Stradivarius par exemple, mais aussi pour créer de nouveaux instruments de musique. Et la psychoacoustique qui revient, qui est ce coup-là la perception, mais liée à l'esthétique musicale. Et le dernier des domaines, c'est l'acoustique environnementale. Donc là, on parle de nuisances sonores, c'est-à-dire tout ce qui va faire du bruit dans l'environnement, que ce soit les avions, les routes, les voies ferrées, l'industrie, etc., etc. Voilà. Alors, nous allons voir rapidement, je ne vais pas vous faire un cours ni d'acoustique théorique, ni de physique, mais qu'est-ce qu'un son? Alors, un son, c'est une onde de compression et de dépression d'un milieu fluide. Lorsque l'on parle, lorsque l'on joue d'un instrument, lorsque l'on fait un bruit en tapant sur la table, on va mettre en vibration l'air, c'est-à-dire des ondes de compression et de dépression de ce milieu fluide, élastique. Vous voyez une représentation en dessous, les molécules d'air qui sont plus, alors je vais essayer de me servir d'un petit outil, que normalement vous allez voir apparaître, voilà. Ici une zone évidemment de pression plus importante, ici une zone de dépression, donc moins de molécules, et donc l'onde acoustique se propage ainsi. Ici l'on représente par exemple l'amplitude ici, donc vous avez ici une pression importante, ensuite une pression beaucoup plus faible, etc. etc. Voilà. Et la distance entre deux de ces pics donne en fait la fréquence. Vous savez que les fréquences aiguës, ce sont des ondulations très 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 rapides, et les fréquences basses sont des ondulations beaucoup plus lentes. Je vais enlever mon petit outil si j'arrive, non? Ah. Alors, je n'arrive pas à l'enlever. Et je suis bloqué. Alors, le pointeur. Voilà, excusez-moi. Voilà, ça y est. Alors, la suite. Donc, un son, c'est un assemblage complexe de fréquences qu'on appelle le timbre et de rythme. Que ce soit un bruit, c'est-à-dire quelque chose d'aléatoire et de complexe, ou un son musical, ou la parole, qui est quelque chose de construit, qui est porteur d'un sens, on va dire. Vous avez ici la représentation de, par exemple, un son qui est émis à 850 Hz à peu près. Donc je vais reprendre mon petit marqueur. Voilà, ça s'appelle la fondamentale, c'est-à-dire le son de base, ma voix. Hein, si par exemple je fais un la comme ça va être cette fondamentale, le son que vous entendez.
Et par contre, au-dessus de cette fondamentale, il y a toutes les harmoniques, ce qu'on appelle les harmoniques, c'est-à-dire qu'il y a en fait de l'énergie aussi au-dessus, au double de la fréquence, au triple, etc. Et ça constitue ce qu'on appelle le timbre. Par exemple, si vous prenez un homme et une femme qui chantent la même note, un La, à la même hauteur, donc on aura la même fondamentale, on arrive quand même à savoir que c'est une voix d'homme et une voix de femme, parce que la répartition, on va dire, des harmoniques au-dessus du son fondamental est différente. C'est ce qui s'appelle le timbre. C'est ainsi que si on joue un La à la guitare et un La avec un piano, la même note, ben vous entendez que c'est un piano et que c'est une guitare. Vous faites la différence entre les deux parce que le timbre est différent. C'est-à-dire que l'agencement des différentes harmoniques est différent. Alors, je reprenne le pointeur. Voilà. Alors, c'est maintenant que je vais vous faire travailler. Ce qui serait bien, c'est que vous preniez un papier, un crayon, et je vais vous faire défiler des photos et je vais vous poser des questions sur ces photos. On pourra noter les numéros des diapos pour après faire une espèce de correction ensemble, on va dire. Et les deux sujets donc, que l'on va aborder dans ces photos, pour que l'on parle le même langage, on va parler d'isolement acoustique. L'isolement acoustique, c'est le bruit qui va passer d'un local à un autre. Hein. Donc l'isolement acoustique, c'est le bruit qui passe d'un local à un autre. Et le deuxième sujet dont on va parler, c'est ce qu'on appelle l'acoustique interne ou la résonance. Donc ça, c'est typiquement une chambre, vous la videz de ses meubles quand vous déménagez, vous sentez que ça résonne beaucoup. Quand vous mettez dedans un lit, une armoire, etc., la résonance est différente. Donc on parle, ça c'est l'acoustique interne. Hein. Donc je vais vous poser des questions en fait sur ces deux sujets-là. Alors par exemple ici, donc c'est la diapositive numéro 9, si vous voulez noter, il y a, je ne sais plus, il y en a 7, je crois 6 ou 7. Diapositive numéro 9, on a une salle, disons en béton, voilà, avec des beaux murs béton, sol et plafond en béton. On va mettre sur ces murs en béton, ce que vous voyez là, ce sont des boîtes d'œufs. Vous savez, je disais mythes et légendes de l'acoustique, on va rentrer directement là dans le sujet des mythes et légendes. Donc on va mettre des boîtes d'œufs sur les murs, comme ça. Qu'est-ce que ça va changer? Donc les questions que je vous pose, c'est 1. Est-ce que le voisin qui est derrière les murs en béton, là-bas derrière, va moins m'entendre? Donc vous pouvez mettre isolement, oui, plus ou moins, on va dire. Est-ce qu'il va m'entendre plus, moins, ou est-ce pareil? Voilà. Et l'acoustique interne est-elle modifiée? C'est-à-dire que la résonance dans la salle va-t-elle être modifiée? Donc c'est les deux questions. Donc la diapo numéro 9, les boîtes d'œufs sur le mur béton. Est-ce que si je mets les boîtes d'œufs sur les murs, mon voisin m'entend moins? Et est-ce que l'acoustique interne, la résonance interne est modifiée? Je vous laisse 2 secondes pour répondre à ces deux questions. Et puis on va passer à la suivante, qui est là. Alors ici, on a pareil, une salle en béton, enfin là c'est du parpaing, peu importe, hein, voilà. Et on va venir ajouter sur l'ensemble des murs un doublage que vous voyez ici, que vous devez peut-être connaître, un doublage collé avec une plaque de plâtre et du polystyrène expansé. Alors je dis bien du polystyrène expansé. On met ce matériau sur l'ensemble des murs, que se passe-t-il? Est-ce que j'entends moins mon voisin ou est-ce que mon voisin m'entend moins? C'est la même question, hein, c'est réciproque de toute façon. Et la deuxième question, c'est est-ce que l'acoustique interne de la salle est modifiée avant mise en place de ces panneaux et après mise en place de ces panneaux? Donc toujours les deux mêmes questions sur la diapositive. Ah ben non, pas de chance, elle n'a pas changé de numéro. Donc on va dire le doublage polystyrène. Est-ce que mon voisin m'entend moins? Est-ce que l'acoustique interne est modifiée? Troisième question. On a une pièce, là, vous voyez, qui est réalisée à base d'OSB, de contreplaqué, voilà. Et pendant les travaux, on va mettre en place, dans les caissons que vous voyez verticaux, de la laine de roche ou la laine minérale, peu importe.
Alors, on est bien d'accord que ça ne va pas rester comme ça au final, puisqu'on va remettre par devant un autre matériau, on ne va pas laisser la laine de roche apparente. Mais moi, j'aimerais savoir quand même ce que vous en pensez. C'est-à-dire, une fois qu'on a rempli là tous les caissons de laine de roche, là, avant de mettre par devant l'agglo ou la plaque de plâtre, là, tel que c'est réalisé à peu près sur la moitié de la photo, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que mon voisin qui est derrière le parement en bois ou la plaque de plâtre que l'on voit un peu orangée, est-ce que ce voisin va moins m'entendre du fait de la laine de roche? Et est-ce que l'acoustique interne, pareil, la résonance dans la pièce est modifiée? Toujours les deux mêmes questions. Donc, je vous laisse noter vos réponses. On va passer à la diapo suivante. Alors là, on a une pièce réalisée entièrement à base de plaques de plâtre, comme vous pouvez le voir. Donc on a une cloison en plaque de plâtre, on a un plafond plaque de plâtre, et on a un voisin derrière cette cloison. Alors là, la question est la suivante. Que se passe-t-il si je mets de la laine de roche entre les plaques de plâtre là, qui me séparent de mon voisin dans la cloison lors de la construction, ou si je n'en mets pas? Est-ce que l'isolement avec la pièce voisine, avec le voisin, va être différent si je mets cette laine de roche ou pas dans l'épaisseur de la cloison? Première question. Et deuxième question, est-ce que l'acoustique interne de la salle, sa résonance, va changer si je mets cette laine de roche ou pas dans l'intérieur de la cloison? Voilà, on va passer à la diapo suivante, à la photo suivante. Alors là, on est dans un autre cas. On est dans un immeuble d'habitation, disons, parois, béton et sol, plancher, béton. Et on vient mettre sur ce sol béton un plancher bois, comme vous pouvez le voir, collé directement sur le sol béton. Les deux questions, qui sont à peu près les mêmes. Est-ce que mon voisin de dessous m'entend moins? Alors là, attention, on va dissocier un petit peu les choses. Vous savez qu'il existe deux types de bruits dans le bâtiment. Les bruits aériens, c'est-à-dire tout ce qui est voix, musique, sonorisation, etc. Et tout ce qui est bruit de choc, c'est-à-dire les impacts sur le plancher. Donc, est-ce que par rapport au bruit de choc, de coller ce plancher bois directement là sur notre sol béton, on va améliorer l'isolement au bruit de choc pour le voisin va moins nous entendre marcher, disons, pour employer des mots simples. Et est-ce que l'isolement au bruit aérien, lui, la voix, la télé, va être modifié aussi, en bien, en moins bien, je ne sais pas. Donc, vous voyez ce que vous pouvez répondre là-dessus. Et une autre question, pareil, est-ce que l'acoustique interne de la salle, de la pièce est modifiée? Sa résonance est-elle modifiée par la mise en place de ce parquet? Alors, on va passer à une autre image. Vous avez un beau salon, assez design, très joli. Ça pose souvent problème. Moi, je suis souvent consulté pour des problèmes d'acoustique dans des salons importants où on a du mal à être à 5-6 personnes, ou s'il y a un enfant qui joue, on n'arrive pas à comprendre la télé, etc. Est-ce qu'il y a dans cette pièce-là, visiblement, là, un traitement acoustique? Est-ce que l'acoustique a été prise en compte ou pas? Je vous laisse regarder un peu. Alors, on ne va pas parler du canapé, qui fait partie du mobilier, qui travaille un petit peu, évidemment, dans le bon sens, mais est-ce que vous voyez des choses en mur, en plafond, qui peuvent prouver que l'acoustique a été prise en compte ou pas? Voilà. Ensuite, cette image, même question. Y a-t-il un traitement d'acoustique interne? Alors, il faudrait peut-être chercher un petit peu dans les coins aussi, on voit des choses, voilà. Est-ce qu'on a pris en compte la résonance du local et l'acoustique interne sur cette photo? Et ici, donc un plafond que tout le monde connaît, c'est de la dalle de laine minérale sur ossature en T de 24, voilà. On a une dalle béton au-dessus, on met en place ce plafond. Est-ce que on entend moins notre voisin du dessus, ou est-ce qu'il nous entend moins? Et est-ce que l'acoustique interne a été prise en compte, c'est-à-dire la résonance du local, est-ce que cela a été pris en compte? Voilà, donc on va revenir en arrière. On va repartir à zéro.
Alors, je ne connais pas vos réponses, mais je vais vous faire mes commentaires sur le sujet. Donc là, on a la vieille légende et le vieux mythe des boîtes d'œufs collées sur les parois lorsque les petits groupes de musiciens voulaient jouer dans le garage, dans la maison et pas déranger les gens qui se passent autour. Alors, la seule chose que modifie la mise en place de ces boîtes d'œufs, c'est l'acoustique interne. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des murs plans, lisses, réfléchissants, parallèles, 2 à 2 qui génèrent de l'écho et de la résonance, on va créer alors un petit peu d'absorption, c'est-à-dire que la matière de la boîte d'œufs, qui est du carton ou papier, absorbe un petit peu quand même le son, pas phénoménal, mais surtout ça va diffuser le son, c'est-à-dire que ça va l'envoyer dans tous les sens, plutôt que d'avoir des parois bien lisses et réfléchissantes face à face. Par contre, l'énergie sonore qui va aller chez le voisin ne sera en aucun cas modifiée. On y reviendra après, mais ce qui arrête le son, c'est principalement la masse, et ce n'est pas en ajoutant une feuille de papier par devant un mur béton que cela va changer quelque chose. Voilà. La deuxième photo, notre doublage en polystyrène expansé avec une plaque de plâtre collée sur un mur béton ou un mur en parpaing. Est-ce qu'on entend moins le voisin ou est-ce qu'il nous entend moins? Alors là, je vous ai peut-être un peu piégé, je suis désolé, mais un doublage à base de polystyrène expansé avec une plaque de plâtre collée, pour tout vous dire, dans les basses fréquences, ça peut même dégrader le résultat. C'est-à-dire que on se dit, très bien, j'entends mon voisin, je vais améliorer l'isolement, je vais coller ce doublage-là, ça va être mieux. Ça peut être soit équivalent, soit même pire. Alors, pour tout vous dire, il existe des polystyrènes qui sont des polystyrènes élastifiés, qui ont des propriétés acoustiques meilleures, bien évidemment, qui font que l'isolement sera amélioré. Mais c'est pour vous dire que ce n'est pas en mettant n'importe quel produit, le premier venu comme ça, qu'on peut être sûr du résultat. Il y a des matériaux qui ne favorisent pas du tout l'acoustique. Et est-ce que l'acoustique interne est modifiée? Avant de mettre en place tous ces doublages, on avait du béton réfléchissant. On vient mettre ces doublages-là, c'est-à-dire qu'on va avoir de la plaque de plâtre maintenant partout, et la plaque de plâtre est un matériau réfléchissant aussi. Donc globalement, l'acoustique interne de la salle n'est pas modifiée. J'aurais presque même tendance à dire qu'elle va être plus résonante avec la plaque de plâtre qu'avant la mise en place de la plaque de plâtre, puisque le parpaing est un peu poreux et absorbe un petit peu quand même le son. Enfin, je pinaille. Alors la troisième photo, on vient mettre de la laine de roche dans les... entre montant là. Est-ce que mon voisin m'entend moins? Ben, la réponse est non. C'est pas en mettant de la laine de roche collée comme ça, visible sur un mur, que le voisin va moins vous entendre, puisque, comme je vous l'ai déjà dit, ce qui va arrêter le son, c'est la masse. Et la laine de roche, c'est quelque chose de très peu dense. Donc le voisin vous entendra de la même manière. L'isolement acoustique entre les deux salles sera quasiment inchangé. Par contre, l'acoustique interne de la salle, avant mise en place de la laine de roche, vous avez des beaux panneaux bois ou plaques de plâtre bien réfléchissants. Et on va se retrouver avec une laine de roche très absorbante. Donc la réponse acoustique de la salle va être beaucoup moins, ça va être beaucoup moins résonné, si vous voulez, dans cette pièce. Alors, 2 mots quand même sur l'absorption. Si on prend un facteur qui s'appelle le coefficient d'absorption acoustique, qui va de 0 à 1, 0 c'est je n'absorbe rien, je réfléchis tout, et 1 c'est j'absorbe tout, je ne réfléchis rien. Pour vous donner un exemple, de l'aglo de bois ou une plaque de plâtre, c'est à 0,07, c'est-à-dire que ça absorbe 7% de l'onde acoustique qui lui arrive dessus. Une laine de roche, on est plutôt à 0,9, c'est-à-dire 90% de l'onde qui arrive dessus est absorbée. En réflexion, attention, hein, pour la transmission, ce qui passe chez le voisin, l'ajout de laine de roche comme ça ne change rien. Ensuite, cloison placo. Que se passe-t-il si je mets de la laine de roche entre plaques de plâtre ou pas lors de la construction? Est-ce que l'isolement avec le voisin va changer? Alors la réponse est oui. Lorsque l'on met une laine de roche dans une cloison basique, vous voyez une 72-48, une plaque de plâtre, un montant de 48 et une autre plaque de plâtre. Si l'on fait la mesure avec et sans l'isolant dedans, on a un écart de 5 à 7 décibels. Voilà, donc c'est assez important. Donc pour revenir sur qu'est-ce qui arrête le son au passage, c'est soit un mur lourd, du béton,
des agglos enduits, etc. Ou bien un système qu'on appelle masse-ressort-masse, qui est une plaque de plâtre, ou plusieurs plaques de plâtre, un vide vert dans lequel on met un absorbant acoustique, une laine minérale, une laine de bois, peu importe, et d'autres plaques de plâtre de l'autre côté. Voilà, ça c'est on fait intervenir un autre phénomène acoustique, phénomène masse-ressort-masse. Il faut savoir qu'on arrive à faire des parois en plaques de plâtre à épaisseur équivalente de béton qui sont aussi performantes que le béton, voire plus performantes que le béton. Est-ce que l'acoustique interne de la salle est modifiée lorsque l'on met de la laine de roche à l'intérieur de la cloison? Eh bien, pas du tout, puisque l'onde acoustique qui se réfléchit sur le plâtre, là, que vous mettiez derrière ce plâtre de la laine minérale ou ce que vous voulez, l'onde acoustique ne verra que le plâtre. Donc l'acoustique interne de la salle, la résonance, n'est absolument pas modifiée. Photo suivante. Voilà, alors on vient coller un parquet bois directement sur une dalle béton. Est-ce que mon voisin de dessous m'entend moins? Alors pour les bruits de choc, c'est-à-dire percussion, on vient marcher, etc., la différence sera très très faible. On va gagner peut-être 1 ou 2 décibels ou 3, mais c'est vraiment à la marge. Si l'on veut améliorer l'isolement au bruit de choc en mettant un parquet, il faut faire un parquet flottant avec un résilient dessous, où là on peut avoir des résultats et des gains très 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 intéressants. Au niveau des bruits aériens, le fait d'ajouter ce parquet dessus, on a un plancher lourd béton sur lequel on vient ajouter un petit peu de bois. Ça ne va pas changer non plus grand-chose, peut-être à la marge à 1 ou 2 dB ou 3 dB près, mais ce n'est pas une solution pour augmenter notablement, on va dire, l'isolement acoustique entre vous et votre voisin du dessous. Et est-ce que l'acoustique interne est modifiée? On avait du béton qui était réfléchissant, 0,05, et on vient mettre un parquet bois qui est réfléchissant à 0,05, 6 ou 7, peu importe. Donc l'acoustique interne non plus de la salle n'est pas modifiée. Alors, y a-t-il un traitement de l'acoustique interne? Alors, on peut se dire, moi je vois du plâtre partout, donc c'était un petit peu le piège, évidemment, que je vous ai tendu. C'est que le plafond que vous voyez là, qui a l'air d'être un beau plafond en plaque de plâtre blanc peint, est un plafond acoustique, c'est-à-dire ce sont des dalles de laine de roche sous lequel un enduit particulier est appliqué. Et donc on peut avoir, si l'on l'intègre lors de la conception, une acoustique de la salle très adaptée, très intéressante, et voilà, qui permet de vivre dans cette pièce sans avoir de problème de bruit, tout en étant parfaitement intégré, c'est-à-dire invisible dans le cas présent. Ce sont des plafonds assez chers, on va dire, mais on sait faire ce genre de choses aussi. Cette photo-là, y a-t-il un traitement d'acoustique interne? Est-ce qu'on s'est posé la question de l'acoustique interne de ce local? Alors si on regarde en haut à droite, évidemment, on voit du plafond qui est sûrement acoustique, en dalle de laine de roche, donc on peut déjà dire oui. Ce qui est centré et en plein au milieu de votre photo, ces panneaux décoratifs, ça peut aussi évidemment servir à l'acoustique. C'est le cas ici, puisque ce sont des panneaux micro-poreux qui laissent passer l'onde acoustique, et cette onde acoustique va trouver derrière l'image que vous voyez une mousse, on va dire équivalente à de la laine de roche en termes d'absorption. Donc on peut traiter l'acoustique interne d'un local en l'intégrant dans la décoration. On sait faire ce genre de choses aussi. On vient mettre en place sous la dalle béton ce plafond en dalle 600-600. Est-ce que j'entends moins mon voisin au-dessus ou est-ce qu'il m'entend moins? Ben non, pas du tout. Pour répéter ce que je vous ai déjà dit, on a la dalle béton qui fait son travail, on vient ajouter dessous une laine de roche qui est quelque chose de très peu dense, de très léger. Donc l'isolement avec le voisin du dessus sera peut-être augmenté de 2, 3, 4 dB, mais vraiment à la marge. Et est-ce que l'acoustique interne a-t-elle été prise en compte? A priori oui, puisque c'est un plafond a priori acoustique, donc le sujet de l'acoustique interne a été pris en compte. Voilà pour ce petit quiz. On fera un bilan et j'imagine qu'il y aura des questions par la suite. On va passer aux fondamentaux de l'acoustique pour les bâtiments. Alors, plusieurs problématiques acoustiques sont à prendre en compte, vous en êtes conscient. On va les balayer toutes, on va toutes les passer en revue. On va prendre par exemple, je vais vous faire travailler encore un petit peu, je suis désolé, mais c'est la dernière fois. On va prendre ce bâtiment d'habitation là. Il y a 6 problématiques acoustiques à trouver. Donc je vais vous laisser réfléchir une petite minute là.
essayez de lister sur votre papier 6 thèmes acoustiques liés à un bâtiment tel que celui-ci. Alors, je peux vous aiguiller un tout petit peu au départ. On a déjà évoqué au moins 3 de ces sujets dans les photos précédentes. Et donc, il y en aura 3 autres à trouver. Je vous laisse, allez, je vous laisse une petite minute. Comme ça, je fais une petite pause en attendant. Nous avons déjà vu 3 de ces thèmes à trouver dans les diapos précédentes. Quelles peuvent être les autres problématiques acoustiques pour un bâtiment tel que celui-ci et en général pour tout bâtiment? Alors, je pense que vous avez eu assez de temps pour travailler. Alors, on va commencer. La première chose, évidemment, c'est l'isolement acoustique au bruit aérien entre locaux. Donc ça, c'est un sujet qu'on a déjà vu. C'est, je fais du bruit dans ma pièce, que ce soit la parole, la télé, la musique, etc. Ce bruit va se propager chez les voisins, au-dessus, en dessous et à côté. Voilà. Donc ça, c'est le premier sujet évident. Il y a le même thème, mais par rapport au bruit de choc. Tout ce qui est bruit de choc, bruit d'impact, hein, on vient déplacer un meuble, on vient marcher, etc. Donc, ces bruits de choc se transmettent, hein, si j'arrive à rattraper mon petit curseur, voilà, ici, le bruit de choc, le bruit du marteau, va mettre en vibration la dalle ici, qui va restituer du bruit ici. Évidemment, cette dalle est liée au mur, donc les murs aussi restituent du bruit. On peut même aller plus loin, c'est-à-dire jusqu'au sol, qui va aussi, lui aussi, rayonner du bruit. Et aussi votre voisin d'à côté, qui va, par l'intermédiaire de la mise en vibration de la dalle, se récupérer ces bruits de choc. La personne, évidemment, la plus soumise et la plus impactée, c'est le cas de le dire, par cette problématique, est celle qui est dessous, en général. Une autre thématique, c'est l'isolement acoustique au bruit de l'environnement, au bruit extérieur. Alors, vous prenez par exemple un appartement standard ici, vous avez à côté de cet appartement une voie ferrée, une route assez bruyante, des avions, etc. Il faut s'intéresser de près quand même à l'isolement, ce qu'on appelle l'isolement de façade. C'est-à-dire que le bruit de l'extérieur va sur cette photo ici, passer à travers, bien évidemment, les vitrages, à travers les menuiseries, à travers les coffres de volets roulants selon leur configuration, mais aussi par les murs, éventuellement, si c'est une toiture terrasse ici, par la toiture terrasse ici, etc. Et donc le niveau sonore qu'il va y avoir au final résultant au milieu dans cette pièce, c'est l'addition de tous ces chemins acoustiques, c'est-à-dire de l'énergie sonore qui passe à travers la vitre en fonction de son indice d'affaiblissement acoustique, sa performance acoustique, au prorata évidemment de sa surface. Donc c'est la somme de tous ces chemins acoustiques qui va créer le résultat final au milieu de la pièce. Donc c'est une problématique importante puisque beaucoup de logements et autres sont soumis à des bruits d'infrastructures routières, ferroviaires ou d'avions. On reviendra sur la réglementation après. Alors dans les autres thèmes qui arrivent évidemment, dont on n'avait pas encore parlé, c'est le bruit des équipements techniques. Alors là c'est un dessin un petit peu violent, mais vous avez une grosse centrale de traitement d'air, qui va faire du bruit hein, quand on est dans cette pièce. Donc le bruit aérien de cette machine va passer à travers le mur et évidemment on va avoir du bruit dans le bureau à côté. Mais aussi les vibrations de cette machine, selon comment elle est dissociée ou pas, ou désolidarisée du sol. Les vibrations vont se transmettre au sol et régénérer du bruit. Mais aussi le bruit dans le flux d'air, dans la veine d'air du moteur, qui va suivre les gaines, qui va passer à travers les cloisons dans les gaines et qui va revenir évidemment dans le bureau. Donc là, plein de solutions sont possibles pour limiter le niveau sonore, enfin,
en tout cas pour le ramener à la valeur au minimum réglementaire, de mise en place de plots acoustiques, par exemple sous les machines vibrantes, de pièges à son dans les gaines, et évidemment de dimensionner correctement la paroi séparative pour que le bruit résultant dans la pièce à côté soit réglementaire et confortable. Donc ça, c'était la quatrième problématique. Et ensuite, il y a la correction acoustique. On en a parlé dans les rafales de quiz que je vous ai faites tout à l'heure. Alors, ça va de choses assez basiques et simples. L'acoustique interne, c'est dans les circulations, par exemple, mettre en place des plafonds absorbants pour éviter cet effet de cathédrale et de résonance que l'on peut avoir, qui est souvent très désagréable dans des volumes de ce genre. La mise en place ici, par exemple, dans une salle de restaurant, après coup, évidemment, hein, de panneaux acoustiques. Je vais essayer de vous montrer, voilà, ici, à base de, par exemple, laine de roche suspendue, qui participe à la décoration, mais surtout qui modifie amplement l'ambiance acoustique du restaurant, qui, avant sa mise en place, la mise en place de ces panneaux est complètement insupportable, hein, ça s'appelle l'effet cocktail, et qui devient très intime et très agréable suite à la mise en place de ces panneaux. Donc ça, c'est l'acoustique interne des restaurants. Évidemment, on met aussi de l'acoustique interne beaucoup dans tous les lieux de sport, les cantines, avec les enfants, tous ces lieux très bruyants, hein, pour la surdité, éviter la surdité professionnelle du personnel. Ici, par exemple, dans cette piscine, ce sont ces grands panneaux blancs qui sont en plafond. Évidemment, là, ça devient un petit peu plus pointu, c'est-à-dire qu'on s'attaque à la qualité acoustique d'une salle dans laquelle on va faire de la musique. Donc là, ça se travaille quand même un petit peu plus. Donc là, il y a le traitement au niveau du plafond, des traitements au niveau des murs, ici aussi certainement, du tissu tendu avec une laine de roche derrière dans les studios de répétition. Et on peut aller à l'ultime, on va dire, sujet qui est, par exemple ici, c'est l'auditorium Apollon de Acropolis, hein, le palais des congrès de Nice. J'ai mis cette photo parce que c'est mon père qui l'a réalisé, alors je lui fais un petit hommage. Il a disparu il n'y a pas longtemps. C'est une salle dont la géométrie, le volume, la forme, etc. a été dictée principalement par l'acoustique. C'est une salle à acoustique variable qui permet d'accueillir tout type de spectacle, la voix, musique de chambre, grand orchestre, électroacoustique, etc. On peut faire varier l'acoustique de cette salle. Ici, c'est vraiment l'acoustique qui a déterminé les formes, les volumes, etc. Voilà, donc l'acoustique interne, on est parti d'un bâtiment d'habitation, vous voyez qu'on est allé un petit peu plus loin, jusqu'à l'extrême, on va dire. Et un sujet auquel vous n'avez peut-être pas pensé, c'est les bruits de voisinage, c'est-à-dire qu'on va construire un bâtiment, donc le bâtiment d'habitation de tout à l'heure, ou sur la photo ci-dessus, une salle des fêtes, ou une maison individuelle, mais avec des unités de climatisation, de pompe à chaleur extérieure. Eh bien, il y a une réglementation qui dit quand même que le voisinage, l'environnement sonore est ce qu'il est avant que vous mettiez en place, que vous construisiez ce bâtiment, et que vous n'avez pas le droit de modifier plus d'une certaine valeur, c'est-à-dire, c'est en termes d'émergence, l'environnement sonore préexistant. Donc il faut bien y penser quand on construit une salle des fêtes, qu'on met de la musique forte dedans et qu'il y a des voisins à côté et qu'il y a une réglementation à respecter. Donc c'est un sujet aussi auquel il faut penser. De la même manière avec des pompes à chaleur, des unités extérieures. Attention à la limite de propriété des voisins et que ces appareils-là vont générer du bruit chez le voisin, qu'il y a une réglementation à respecter aussi. Alors, si on revient à notre bâtiment et qu'on récapitule, on a les isolements au bruit aérien, les isolements au bruit de choc, l'isolement de façade, les bruits des équipements techniques, numéro 4, l'acoustique interne, et pour finir, les bruits de voisinage, c'est-à-dire ne pas déranger le voisinage. Alors, nous allons passer maintenant en revue la réglementation acoustique existante, un peu dans tous les domaines, dans le bâtiment surtout, bien évidemment, et des notions de confort. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les valeurs réglementaires actuelles, et déjà les plus anciennes, hein, qui ont commencé en 1969 pour le bâtiment, sont établies à partir d'études acoustiques
et d'études statistiques des personnes qui vivent dans ces lieux-là. C'est-à-dire, est-ce qu'avec un isolement de tant de décibels, 90% des usagers disent que le confort est bon, ou moins bon, ou très mauvais, etc. Voilà. Et donc, en fait, toutes les valeurs de l'acoustique réglementaire actuelle dans le bâtiment sont basées sur, évidemment, des campagnes de mesure, mais surtout par le ressenti que l'on en a. Alors, la préservation de l'audition, à la fin de phrase, là, c'est le sujet des lieux de travail, c'est les piscines, etc. C'est la surdité professionnelle, on y viendra dans tous les textes que nous allons voir. Et évidemment, ça prend en compte les techniques constructives habituelles. Il n'est pas question de dire que dans tous les bâtiments d'habitation, on désire un isolement infini, c'est-à-dire ne pas du tout entendre les voisins, ce qui est quasiment impossible. Et au niveau de la fabrication du bâtiment, ça voudrait dire mettre en œuvre des choses complètement délirantes qui ne permettraient pas de construire des bâtiments à des coûts habituels. Et, voilà. Alors, pour les bâtiments d'habitation, les premiers textes sont nés en 1969. Avant de ça, il n'existait rien. Et actuellement, c'est la NRA, Nouvelle Réglementation Acoustique, qui est du 30 juin 1999. Alors, les sujets abordés par ce texte, on ne va pas passer évidemment en détail les valeurs, c'est ce que nous avons vu, c'est-à-dire les isolements au bruit aérien, au bruit de choc, au bruit des équipements techniques, les isolements de façade et la correction acoustique des circulations. Donc là, on est dans l'habitat. Hein. La NRA, c'est pour tout ce qui touche à l'habitat. Il y a l'arrêté aussi du 30 mai 1996 qui touche lui aux isolements de façade. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fonction de l'exposition au bruit des infrastructures routières, ferroviaires et aussi des bruits des aéroports. Donc ça donne des isolements de façade à respecter. Il faut savoir que dans la NRA, là vous construisez un bâtiment en pleine campagne, on doit quand même un isolement minimal de 30 décibels. Et si vous êtes évidemment exposé à une infrastructure routière, il y a des textes, ce texte du 30 mai 96 qui vous dit, en fonction de la distance et du classement acoustique de la voie, vous devez avoir un isolement de façade supérieur, bien évidemment, pour que le bruit, la résultante du bruit à l'intérieur, soit limité à une certaine valeur. Pour les établissements scolaires, il y a l'arrêté du 25 avril 2003, qui touche évidemment au même sujet, isolement au bruit aérien, les bruits de choc, bruit des équipements techniques, isolement de façade, correction acoustique des locaux, et en plus il y a les ateliers bruyants dans lesquels il y a des activités, des fois avec des enfants en bas âge, qui sont très bruyants, et pour éviter la fatigue et les problèmes de surdité professionnelle, et aussi pour les enfants. Donc il y a ce sujet-là qui est abordé plus précisément. Pour ce qui est hôtels, hôpitaux, salles de sport, établissements diffusant de la musique amplifiée, je ne vais pas passer en détail, évidemment, en revue tous ces textes, mais il y a des textes qui, de la même manière que ce qu'on a vu avant, donnent les valeurs à respecter, d'isolement au bruit aérien, bruit de choc, équipement technique, isolement de façade, correction acoustique des locaux, niveau sonore maximal à ne pas dépasser par la sonorisation, ça c'est pour les lieux diffusant de la musique amplifiée. Isolement acoustique avec les voisins, s'il y a un voisin à côté ou au-dessus. Mise en place de limiteurs de niveau de pression acoustique pour éviter de déranger les voisins. Mais on sort un petit peu du sujet, mais ce sont des choses qui existent quand même. Et ensuite, il y a évidemment la lutte contre les bruits de voisinage. Donc on construit un bâtiment, il peut y avoir de la sonorisation dedans. Attention à ce bruit qui va sortir et aller déranger les voisins, ou la mise en place des équipements techniques. Ça, c'est le décret du 31 août 2006 qui dit qu'on ne doit pas modifier d'une certaine valeur, ce qui s'appelle l'émergence, le paysage sonore existant avant l'installation du bâtiment. Et pour les établissements industriels, il y a l'arrêté du 30 août 90 qui donne la correction acoustique des locaux de travail dans lesquels il peut y avoir des machines très bruyantes. Voilà. Et c'est ce qui touche au niveau d'exposition maximum à ne pas dépasser pour la protection de l'audition des gens qui travaillent dans ces lieux. Alors, on arrive à la conclusion. Je regarde l'heure, très bien, ça fait presque 1 heure. Alors, pourquoi je vous ai raconté tout ça, c'est que en tant qu'acousticien, on est souvent appelé à la rescousse après coup, parce que il y a un problème de bruit
dans l'environnement. Il y a, on a fait une très jolie maison à un particulier avec un salon cathédrale, tout en plaques de plâtre, etc. Et les gens qui y vivent, alors pour certains, bien évidemment, hein, on est tous plus ou moins sensibles à ces sujets-là, mais certaines personnes nous appellent complètement désespérées en nous disant c'est catastrophique, on peut pas mettre la télé. Quand on a notre gamin qui crie, c'est l'horreur. S'il y a 5 personnes qui viennent manger chez nous, on peut même pas parler dans ce salon, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Donc, ça peut engendrer, et ça engendre évidemment, des coûts d'études, des coûts de mise en œuvre de matériaux après coup qui dénaturent en plus, puisque c'est fait après l'esthétique initiale. Donc, c'est très important de prendre en compte l'acoustique au démarrage. Et faut y penser, mais l'image d'un professionnel que vous êtes, architecte ou installateur ou entreprise, la personne, votre client vous a fait confiance, vous lui avez réalisé quelque chose qui leur convient très bien en termes d'utilisation, de fonctionnement, etc. Mais attention quand même à l'acoustique, qui peut faire que le local devient soit inutilisable, soit vraiment très désagréable. Et voilà, donc attention aux bouches à oreille, c'est quelque chose de très important. Donc toujours avoir l'acoustique, ce sujet en tête et savoir que ces 6 sujets que nous avons abordés existent et qu'il vaut mieux y penser avant et au démarrage du projet. Voilà, donc c'est ce que je rappelle ici. Il est bon d'avoir conscience lors de la conception, de la réalisation d'un bâtiment, que toutes ces réglementations existent, que le confort existe, parce que lorsque vous faites une maison pour un particulier, outre les problèmes de bruit d'environnement, aérien, route, etc., où là, vous devez quand même avoir un isolement de façade, tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est du confort. Alors, il n'y a pas de réglementation qui dit que dans une maison privée, chez un particulier, on doit tel isolement entre telle et telle pièce. Mais c'est bien quand même d'y penser pour fournir à votre client quelque chose qui fonctionne bien en termes d'acoustique aussi. Et n'oubliez jamais que c'est la première nuisance en France dans les statistiques, hein, le bruit, hein, pour les Français. Que ce soit le bruit de l'environnement et des isolements de façade et le bruit entre voisins. Et donc, je prêche un petit peu pour ma paroisse, évidemment, mais s'adjoindre les services d'un acousticien à besoin, c'est quand même, lors de la mise en route d'un projet, être sûr de la bonne prise en compte de tous ces sujets-là, de ne rien rater. Voilà. La problématique acoustique, plus tôt on la prend en compte, plus tôt on s'y intéresse, et moins elle est impactante sur le projet. Et surtout, si on ne la prend pas en compte, c'est qu'il faut y revenir après coup. Alors là, ça peut être très compliqué. Ça m'est arrivé de faire démolir des cloisons pour refaire des cloisons dans des bâtiments tout neufs. Voilà, écoutez, j'en ai terminé. Je crois que j'ai mis 58 minutes. C'est magnifique. Sur cet exposé. Voilà, vous avez toutes mes coordonnées là. Donc, nous allons rentrer dans une phase de questions-réponses. J'ai vu qu'il y avait quelques messages qui sont passés sans avoir eu le temps de les consulter. Donc, je vous laisse reprendre la main, peut-être. Alors, oui, je vais débloquer tous les micros. Je vais les allumer. Voilà, je viens d'allumer les micros. Voilà, j'ai un... Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Ou si vous préférez écrire dans le chat, c'est possible aussi. Mais sinon, vous pouvez activer vos micros, ceux qui n'ont pas leur micro activé et qui souhaiteraient prendre la parole. Pas de questions? Je vois plein de messages écrits. J'essaie de trouver une question écrite, du coup, s'il n'y a pas de questions orales. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, bonsoir. Est-ce qu'il y a des formes de salles absolument à bannir en termes d'acoustique? Tout dépend de la destination de cette salle.
D'accord. Imaginons une salle de conseil, une salle de mariage, ou une salle qui est susceptible de recevoir une cinquantaine ou 80 personnes. Est-ce que quand on commence, si on n'a pas la possibilité d'avoir un acousticien dès le départ du projet, est-ce qu'il y a tout de même des éléments qui nous permettent de ne pas partir dans une direction D'accord. Oui, je comprends votre question. Alors, on va dire la dimension, la forme d'une salle, etc., c'est très important lorsque l'on fait une salle comme celle que je vous ai montrée, là, l'Auditorium Apollon, une salle destinée à diffusion de musique pour avoir une très bonne qualité, etc. L'acoustique, là, détermine beaucoup de choses. Dans 90% des autres cas, y compris le vôtre, vous pouvez faire une salle parallélépipédique. Par la mise en place des traitements acoustiques au plafond, au mur, l'un ou l'autre, ou les deux, peu importe, on arrivera à rendre la chose correcte. L'idée dans ce type de volume, c'est d'éviter ce qu'on appelle l'effet cocktail, c'est-à-dire que quand on a un certain nombre de personnes, le niveau sonore tout d'un coup s'amplifie. Vous l'avez dû vivre dans des restaurants, hein, ça devient tout à fait insupportable pendant quelques minutes. On n'arrive même plus à se faire comprendre par la personne qu'on a en face de nous. Et ça, quelle que soit la forme, je dirais, par la mise en place de matériaux acoustiques performants, il faut bien quand même la quantité, leur qualité, leur positionnement, est-ce que ça participe à l'esthétique ou pas, etc. Il y a plein de sujets à voir. Mais je dirais sur une salle comme ça, il faut limiter l'amplification du niveau sonore, donc ça se calcule. Il suffit de mettre en place des panneaux acoustiques, plafonds, muraux, les deux ou les uns ou les autres. Ça dépend vraiment après de la densité d'occupation du local, des sources sonores, on va dire. Voilà. Mais la forme pour ce type de salle n'est pas très très importante. D'accord. Ok. Et si vous avez une autre question. Je vois Allez-y. La forme a priori la plus commune que j'utilise, mais peut-être à défaut, c'est toujours le traitement en faux plafond d'une absorption acoustique sur les salles. Est-ce que on considère que c'est une base et quand il faut rectifier un peu plus l'acoustique, alors là on passe à des panneaux muraux, pardon. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'en base, si on traite l'acoustique en plafond, on a déjà résolu une partie des problèmes de résonance? Bien sûr, le plafond, c'est en général la plus grande surface, celle en plus où on n'aura pas accès, c'est-à-dire personne ne va mettre les doigts dessus, etc. Bien qu'on sache faire des matériaux acoustiques nouveaux, très résistants que l'on peut toucher. Mais évidemment, on va s'attaquer au plafond. Après, toute la question de savoir et de savoir si ça suffit ou pas. Est-ce que le plafond seul suffit ou est-ce qu'il faudra ensuite traiter les murs? Ça se simule, ça se calcule. Et puis tout dépend bien évidemment de la qualité et de l'absorption acoustique des matériaux que vous mettez en plafond. Plus il sera absorbant et performant, moins vous aurez besoin d'en mettre sur les murs. Après, il y a une grande règle aussi, c'est que plus on traite près de la source, et mieux c'est. C'est-à-dire que les murs, c'est quand même pas mal aussi. Si on a un plafond très 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 haut, c'est quand même pas mal de traiter les murs. Et les premières réflexions, elles sont là. Et en général, on s'en sort avec le plafond. Hein. Dans les restaurants tout petits et très denses, traitant très bien le plafond, on y arrive. Et c'est que pour quelques locaux très particuliers, on a besoin aussi de s'attaquer au mur pour ajouter de l'absorbant. D'accord, merci. J'ai une question. Oui. Quand on traite un volume, plus ce volume a un plafond haut, est-ce que, c'est une question que je pose pour avoir votre avis, est-ce que sans changer l'aménagement, est-ce que le fait d'avoir un plafond beaucoup plus haut peut renforcer la réverbération et donc avoir une mauvaise acoustique de la pièce? Ben, notre amie Sabine, là, en 1900, là, qui était un petit peu au début des bases de l'acoustique actuelle,
il y a sa formule qui dit que la durée de réverbération, vous savez, c'est la manière dont on résonne local, plus la durée de réverbération est grande, plus vous vous approchez d'une église, voilà, ça peut avoir des durées de réverbération de 10-15 secondes des fois. Dans une petite pièce meublée, vous êtes à 0,5 secondes, voilà. Et donc, plus vous aurez un plafond haut, plus le volume sera grand, et plus le volume sera grand, plus la durée de réverbération sera grande. D'accord. Plus le volume est grand, c'est dans la formule, c'est proportionnel au volume en fait. Plus le volume est grand, plus la durée de réverbération va être grande. Donc si on veut ne pas avoir une durée de réverbération trop grande, il vaut mieux avoir un plafond plus bas. Bon, si on le met plus haut et qu'on le traite, ça fonctionne aussi. Et autre question par rapport au petit exercice, là, au quiz. Oui. La dernière question concernait le faux plafond en 60-60 Oui. et vous disiez que le fait d'utiliser cette solution n'améliorait que très peu le problème d'acoustique interne. Moi, je pensais que… Comment? Non, j'ai pas dit ça. Non? Ah bon, pardon, alors j'ai mal noté. Non, je disais que l'isolement par rapport aux voisins était quasiment inchangé. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais l'acoustique interne a été prise en compte. Parce que si on avait un beau plafond en plaque de plâtre dans ce volume-là, qui est un bureau par exemple, ça pourrait être l'enfer. Là, on a des dalles de laine minérale, donc l'acoustique interne a été traitée. Oui, là oui. Alors là, ça me va mieux, d'accord. D'accord. Est-ce que vous avez une autre question ou est-ce que quelqu'un a une autre question? Oui, bonjour, j'ai une question par rapport au volume. Oui. Est-ce que la forme de l'espace en soi est un facteur de nuisance sonore? C'est-à-dire, je m'explique, est-ce que le volume, plus il est grand, plus la résonance et la réverbération est plus importante? Ou si la forme de l'espace du volume, on peut avoir différentes formes de volume pour un même volume. Donc, Oui. est-ce qu'il y a une différence acoustique par rapport à ça? Oui, alors plus le volume est grand, plus la durée de réverbération va être grande. Ça, c'est une règle. Ensuite, ce qui passe, c'est que si on fait une boîte bien parallélépipédique ou cubique, on a des parois face à face, planes, qui se regardent l'une et l'autre. Donc le son, ça rebondit. Ça s'appelle un écho flottant, là. Si on garde le même volume, en mètres cubes, je parle, mais que l'on modifie la forme des parois, c'est-à-dire que déjà, on ne les fait pas parallèles, ou alors on les fait avec des formes plus ou moins grandes, on va changer, on va modifier l'acoustique interne de la salle, déjà rien que par la forme, sans toucher aux matériaux. L'histoire des boîtes d'œufs de la première photo, ça change beaucoup l'acoustique interne, non pas parce que la boîte d'œufs absorbe, c'est pas très absorbant, mais c'est surtout parce que le son va être diffusé. On n'a pas des parois bien planes, bien parallèles face à face qui se regardent deux à deux. On a des parois avec du relief et donc le son part dans tous les sens. Et donc on perd un peu cet effet de résonance et d'écho. Ça modifie la durée de réverbération. D'accord, merci. Je voulais juste partager une expérience vécue. Oui. Par exemple, dans les villes orientales, typiquement, par exemple, je viens de Damas, de Syrie, on remarque très vite que l'acoustique change d'un quartier commercial, d'un bazar, et quand on plonge dans les petites ruelles, très vite, on n'entend plus du tout le bruit de la ville. Et particulièrement quand on rentre dans une maison à court, on est complètement isolé acoustiquement de la ville. Et on entend très peu de bruit, de nuisance sonore de la ville. Comment on peut expliquer un peu tout ça, la forme des rues ou la forme du bâti ou je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Alors que quand on est en extérieur, là c'est un peu particulier, c'est ce qu'on appelle les effets d'écran. C'est-à-dire que, mettons, vous avez une route, vous avez un bâtiment construit le long de cette route. Dans le jardin de ce bâtiment, devant la façade côté route, vous avez un certain niveau sonore. Si vous allez derrière le bâtiment, vous pouvez avoir 15 à 20 décibels de moins, on va dire.
Et là, bah, ces cours intérieurs, le bruit est obligé de passer par-dessus le bâtiment, donc on a l'effet d'écran, et du coup on se protège. Mais ça ne peut pas aller non plus à l'infini, hein. Voilà, on gagne une dizaine, quinzaine, vingtaine de décibels, ce qui peut être déjà très très bien, on va dire. Et après, il y a l'éloignement évidemment de la source, hein. Si vous vous éloignez de la source de bruit, voilà. C'est les deux effets acoustiques en extérieur, c'est les effets d'écran et la distance. C'est ce que vous ressentez, je pense. Mais après, les bâtiments eux-mêmes, dans la cour, dans leur forme, etc., là, ça ne joue plus trop parce que le son va rentrer par la partie ouverte, par le ciel. Bon, et en intérieur, après, c'est l'isolement de façade. Mais ah, j'ai eu un bruit. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. J'ai essayé en tout cas. Oui, parfaitement, je vous remercie. D'accord. Y a-t-il d'autres questions? Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions sur le chat. Alors, peut-être certaines auxquelles vous avez déjà répondu. Je suis en train de lire aussi. Pas de question. C'était clair. À part de la laine de roche, que peut-on mettre? Je vois par exemple, ça peut être intéressant. Je ne sais pas si la personne qui a posé la question est encore là. C'est Laurent Dufoy. Je lui réponds, même s'il n'est pas là, les autres en profiteront. Tout matériau poreux, c'est-à-dire remplacer la laine de roche, c'est remplacer la laine de roche sur un faux plafond, dans une cloison, etc., etc. Tout ce qui est matériau poreux, c'est-à-dire laine de chanvre, laine de bois, ce qui m'en vient d'autre comme ça, non, peut remplacer la laine minérale sans aucun problème. Après, il faut les regarder dans le détail, parce qu'il y a quelques matériaux qui n'ont pas les qualités nécessaires, mais laine de chanvre, laine de bois, notamment, dans les matériaux biosourcés, hein, qui serait bon de mettre en œuvre, voilà, la laine de mouton, par exemple. Voilà, permettre d'avoir les mêmes performances dans l'isolement des parois qu'une laine de roche. Après, en absorption pure, ben, il faut regarder les coefficients d'absorption. Comme je vous dis, ça va entre 0 et 1. 0, c'est je n'absorbe rien. 1, j'absorbe tout. Les laines de roche, c'est 0,7, 0,8, 0,9, voire 1. Il faut voir où se situe le matériau. Tous les matériaux font objet de mesures en laboratoire de coefficients d'absorption. Donc, on a ces informations. Mais dans l'épaisseur de paroi, je sais que ça marche très bien en tout cas. Voilà pour cette question. Une pièce non rectangulaire est toujours mieux, non. Oui, ben on y a répondu. Hein, voilà. Le thème de l'isolation par l'extérieur apporte beaucoup à l'acoustique. Y a-t-il des matériaux à proscrire, à préférer? Ça, on pourra en discuter longtemps. Mais écoutez, s'il n'y a pas de questions à l'oral, je continue à faire le tour du chat. Voilà, mais il y a des questions auxquelles on a déjà répondu. Quel est le plafond de l'image qui ressemblait à du placo? Ah, ça a intéressé quelqu'un, ça. Pauline Dantin. Alors, c'est un plafond de chez Roquefort. Et son nom m'échappe. Si vous voulez la référence, vous me contactez directement, je la rechercherai. Mais je sais que c'est un plafond de chez Roquefort. Avec Ecofond, on faisait une époque. C'est un plafond assez cher, hein, c'est de l'ordre de 180 € du mètre carré. Et voilà, on peut avoir un résultat acoustique et une esthétique assez chouette.
Quelles peuvent être des solutions abordables de traitement acoustique chez un particulier, notamment pour les pièces à bout. Oui, il y a une question? Non, j'ai cru qu'il y avait une question. Chez un particulier, bah, ça dépend de la taille de la pièce et de son esthétique, mais avec le mobilier, déjà, on peut faire beaucoup de choses. Il faut savoir qu'une bibliothèque, par exemple, qui prend tout un pan de mur, ou une grande partie du mur, avec des livres dedans, ça fait de la diffusion et de l'absorption. Ça participe beaucoup à l'acoustique interne, à l'amélioration de la durée de réverbération, par exemple. Et on peut même avoir en fond de bibliothèque les panneaux absorbants acoustiques, c'est-à-dire on en rajoute en plus de l'absorption. C'est assez peu visible. Et puis si on enlève les livres, on a toujours le traitement acoustique derrière. Par exemple, ça peut être une solution. Sinon, après, c'est plutôt des panneaux suspendus. Hein. On ne va pas casser pour refaire, donc on vient ajouter sous le plafond, mais il y a plein de panneaux différents avec des esthétiques différentes. On peut aussi faire comme l'image que je vous ai montrée avec les panneaux muraux, il y avait je crois, des images de nature dessus. Vous envoyez votre photo haute définition et on vous envoie le panneau acoustique juste à accrocher au mur avec une belle image de vos vacances, par exemple, voilà, qui participera et à l'esthétique et à l'acoustique. Bonsoir. Bonsoir. Oui, j'ai peut-être une question. Donc, par rapport à l'isolement acoustique entre les locaux, Oui. est-ce que augmenter l'épaisseur des bétons, ce serait une solution ou peut-être a-t-on une autre solution pour justement donner plus de masse, puisque vous dites que c'est la masse qui va isoler acoustiquement entre les locaux. Oui. Alors, augmenter l'épaisseur des bétons, non. Parce que tout dépend de l'objectif, mais 1 cm de béton, c'est 1 dB, hein, donc ça va pas loin. Sachant que 3 décibels à l'oreille, c'est quelque chose de quasiment indécelable. On commence à sentir une différence à partir de 3 dB, et une sensation du double de bruit ou de la moitié de bruit, c'est 10 décibels. Hein, voilà. Donc, si vous mettez un béton de 18, si vous mettez un béton de 20, vous allez gagner 2 décibels. Donc, si vous devez en gagner 10 ou 15, c'est pas du tout la solution. La solution, c'est d'étudier la chose précisément et de mettre en place devant ce mur béton un doublage acoustique à base de plaques de plâtre, laine minérale ou laine de chanvre ou laine de bois, peu importe, pour arriver à l'objectif. Sachant que l'isolement, ce n'est pas que l'énergie qui passe à travers la paroi séparative avec votre voisin ou avec la pièce d'à côté, mais c'est aussi ce qui va passer, ce qu'on appelle les pertes latérales, par les parois latérales, par le sol, par le plafond. Et selon la constitution du bâtiment, mettons que vous avez un plancher bois et vous mettez un gros mur par-dessus très acoustique, peut-être que vous aurez beau mettre le mur le plus acoustique que vous voulez entre ces deux pièces, la majorité de l'énergie sonore va peut-être passer par le plancher bois. Donc il ne faut pas penser que à la paroi séparative, mais il faut bien penser à toutes les parois, les 2 verticales, les 2 horizontales et la verticale séparative. Et c'est toute l'addition de ces chemins acoustiques qui va conduire au résultat in fine. Après, séparer 2 pièces, on peut très bien faire ça avec des parois placo. On sait faire des parois en placo plus performantes que du béton. Hein. On fait des séparatives de cinéma, notamment, dans lesquels on a besoin d'isolement très très important, à base de cloisons placo. Alors là, c'est technique, hein, c'est des cloisons grande hauteur avec des fois 3 plaques de plâtre d'un côté et 4 de l'autre. Bon, peu importe, mais on sait faire pour l'habitation des parois en placo avec des montants désolidarisés des 2 côtés pour ne pas liaisonner tout ça, avec des performances très importantes pour des épaisseurs de 16 cm, quoi, 15, 16, 17, 18, 20 cm. Voilà, on sait faire. D'accord. C'est pour dire que c'est un sujet complexe, quoi. C'est pas en regardant juste la paroi séparative qu'on aura l'objectif au bout. Il faut regarder l'ensemble du problème. C'est vrai que j'avais déjà vu ce cas dans une école de musique. Enfin, c'était une école c'était un bâtiment sur plusieurs niveaux et c'était pas prévu pour une école de musique à la base et ça a été reconverti en école de musique, mais l'acoustique n'a pas été travaillée. Du coup, on avait les salles de percussion au rez-de-chaussée
et ça s'entendait jusqu'au dernier étage. Et je pense que justement, ça passait dans la dalle et tout. Donc, je Voilà. crois que la solution, c'était de faire comme un caisson dans la salle de percussion pour que ça parte pas C'est dans les ça. dalles. Là, il faut s'intéresser au bruit aérien parce que ça fait déjà beaucoup de bruit en aérien, mais ça fait pas mal de solidien aussi. Alors là, on arrive dans des solutions extrêmes que certains d'entre vous doivent connaître quand on fait des studios de musique, c'est ce qu'on appelle la boîte dans la boîte, c'est-à-dire que vous avez une boîte en béton, hein, disons le bâtiment, et on vient construire dans cette boîte béton une autre pièce qui est désolidarisée, que ce soit en sol, en paroi latérale ou en plafond, de tout le reste. Donc on arrive à des isolements très importants. Moi, j'ai réalisé dernièrement chez un particulier qui jouait de la batterie dans son garage, qui embêtait évidemment toute la maisonnée, une boîte dans la boîte. On est passé avec la chambre au-dessus, 54 dB d'isolement, ce qui est une valeur d'isolement quand même correcte, on va dire, hein. Pour le bâtiment, là, la réglementation actuellement, c'est 53, si vous avez un voisin à côté ou au-dessus. On est passé de 54 à 76 de mémoire dB. Ça, on n'échappe pas à faire vraiment un plancher flottant, un plafond suspendu le moins possible et avec des clous acoustiques, des parois qui se prennent uniquement sur le plancher et le plafond et rien qui nous retourne. Et c'est la solution la plus technique, mais qui permet d'arriver aux isolements les plus importants. Ça s'appelle la boîte dans la boîte. Dans ce cas-là, ça aurait été la solution, sûrement. D'accord. J'ai une question, Pierre Genret. Ça concerne les panneaux de toit composites, genre Rolitoit, qui sont des panneaux qui se posent sur panne et Ouais. qui permettent, plutôt que d'avoir une laine de verre avec un placo, d'avoir un toit, on va dire, un toit d'un comble aménagé isolé. Et j'ai remarqué que cette solution, ça fait un effet de pot de tambour. Alors, autant quand il pleut, il y a une transmission de la pluie, des grosses gouttes sur la tuile, puis sur le panneau, et puis après à l'intérieur. Ou même à l'intérieur, si c'est du panneau bois, c'est encore plus vrai que si c'est un panneau recouvert d'un BA13, où on a un effet de réverbération qui est assez pénible. Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'entends un peu deux questions dans ce que vous me dites. La réverbération, que vous ayez une plaque de plâtre, un panneau bois, etc., ce que vous allez voir à l'œil visuellement, là, le dernier matériau que vous voyez, c'est lui qui va faire l'acoustique interne. Donc, si par devant ce panneau-là, vous rajoutez n'importe quel matériau absorbant, laine de roche, panneau décoratif, etc., vous traitez le problème de l'acoustique interne et de la résonance et de la peau de tambour dont vous parlez. Mais ce que j'entends aussi, ce que vous me dites, c'est le bruit de l'extérieur, pluie et autres. En général, ce sont des panneaux en polyuréthane, c'est ça? C'est ça, oui, oui. Voilà. Donc ça, au niveau de l'isolement acoustique, alors, pour parler de l'isolement du thermique, du thermique, c'est bien, voilà. Il faut savoir que très souvent, quand on est bon pour le thermique, on n'est pas bon pour l'acoustique et vice-versa. Bon. Ouais. Parce que qui dit thermique dit qu'on a besoin de matériaux épais, légers, avec plein d'air pour avoir de l'isolement. Et quand un acousticien entend léger et plein d'air, ben pour lui, voilà, on n'a pas de performance acoustique, d'isolement acoustique. Voilà. Et en général, tous ces panneaux qui sont mis en toiture, je suis intervenu chez des gens aussi qui entendaient la route chez eux, ils ne savaient pas d'où ça venait. Ben, on a doublé par-dessous cette toiture polyuréthane. Je dis quoi? Oui, polyuréthane. On a doublé par-dessous avec un plafond acoustique et on a gagné facilement 15 décibels. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'on tire un autre plafond dessous pour l'isolement. Mais ensuite, on se retrouve du coup avec des plaques de plâtre visibles. Donc, si on veut éviter la résonance, il faut mettre par-dessous les plaques de plâtre du traitement acoustique. C'est ça. Toujours les deux sujets. Voilà. Ou alors, faire ce que je fais moi, j'ai finalement abandonné d'utiliser ces panneaux sandwich et d'utiliser le système plus traditionnel de venir avec un isolant ou rampant ou horizontal sous la charpente avec un BA13. Je trouve que c'est bien mieux, aussi bien thermiquement qu'acoustiquement. Thermiquement, je ne sais pas, c'est pas mon métier, mais au niveau acoustique, ça sera certainement meilleur, oui. C'est sûr. Merci pour votre réponse. Mais je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions? J'essaie de lire d'autres questions en même temps.
Oui. J'en ai une autre qui me vient. Je le vois par des confrères qui utilisent ce système-là, de faire des parois perpendiculaires à la façade au droit d'ouverture. Donc, on a un voile, un mini-voile qui est un redans de, je sais pas, 50, 60, 70 cm, qui fait la hauteur de la fenêtre et qui est comme un effet drapeau. Est-ce que ça peut avoir un intérêt acoustiquement de faire ce genre de d'écailles, de ce genre C'est extérieur, ce dont vous parlez. Oui, c'est ça, extérieur. Bah, ça Surtout en dépend zone vraiment. urbaine, bien sûr, hein, parce que Si vous avez une route par rapport à la façade, si la route est, si vous mettez au balcon, si la route est sur votre gauche là-bas, et si ouais, vous faites un petit redans qui visuellement vous cache tout ou partie de la route, vous allez gagner quelques décibels. Voilà, mais il faut, ça, on revient à l'effet d'écran de tout à l'heure. Là, on parle de bruit en extérieur, donc c'est du bruit qui va partout dans toutes les directions. Un écran en extérieur, on va gagner 5, 10, 15 décibels, tout dépend. Plus il est long, plus il est haut, et mieux ça marche, évidemment. Alors là, ouais, faire un petit redans de façade, si le bruit, si la route est face à la façade et que vous faites ces redans, ça change absolument rien. Si la ouais. source du bruit est sur le côté, ben, ponctuellement, vous abritez un petit peu la menuiserie, vous la mettez un peu à l'abri, c'est un peu comme une ombre, si vous voulez. Mais Hum. une ombre de quelques décibels. Et pour vous redire ce que ça veut dire quelques décibels, ça ne veut pas forcément dire des choses perceptibles. Si on gagne 3 décibels, c'est comme zéro, quoi. Ouais, c'est pas perceptible. Non. Tout dépend de la configuration. Il faut voir le sujet très précis, mais vu comme ça, c'est pas une solution pour augmenter l'isolement de façade, quoi. Sauf à faire des voiles très très longs et très très hauts, mais bon, c'est plus un bâtiment, quoi. Voilà. Juste une autre question. Je pense là. Enfin, je sais pas si ça a déjà été répondu, mais j'ai une cliente qui a donc une maison grande hauteur, donc hauteur sous, enfin, il y a une grande hauteur sous les combles en fait, sous le plafond rampant. Ouais. Et du coup, donc il y a un faux plafond placo. Et donc elle se plaint du bruit de la pluie sur sa toiture en fait. Donc là, Ouais. on considère que c'est bruit de choc, c'est ça, et, et on couple ça avec de la réverbération du coup. C'est ça. Du coup, la solution, ce serait pour elle de démonter tout son plafond, tout son faux plafond placo, de mettre de l'océan thermique et acoustique et de remettre le faux plafond placo et encore des écrans d'absorption ou Là, ça dépend comment c'est fait, comme toujours, mais euh, moi j'aurais presque tendance à dire, si elle a de la hauteur, on ne touche pas ce qui est là, et on vient ajouter sous ce plafond-là un autre plafond acoustique avec des suspentes éventuellement anti-vibratiles, vous savez, pour ne pas liaisonner le plafond placo existant qui lui se reprend les bruits et les vibrations qui arrivent par les impacts de gouttes, etc., pour ne pas le transmettre à ce nouveau plafond qu'on va mettre en place. Donc mettre en place par-dessous ce plafond placo un autre plafond, par exemple avec, je sais pas, 8-10 cm de laine de roche, une ou deux plaques de plâtre, suspendu sous ce plafond-là. Donc là, on va gagner facilement 10-15 décibels, c'est-à-dire on va enlever plus de la moitié du bruit. Voilà. Après, tout est question d'objectif, de où on part, où est-ce qu'on veut arriver, ça détermine la solution. S'il y a 5 dB à gagner, c'est une chose, s'il y en a 10 à gagner, c'est une chose, s'il y en a 15 ou 20, c'est encore une autre chose. Donc là, j'ai du mal à vous répondre comme ça, mais ajouter un plafond suspendu le moins solidaire possible, peut-être avec des plots anti-vibratiles sous le plafond existant, c'est sûr que vous allez gagner. d'accord. Et Ou casser les plans et refaire un bon vrai plafond acoustique avec des suspentes anti-vibratiles accrochées à la charpente aussi, peut-être aussi, hein, ça marche aussi. Le tout, voilà, c'est savoir ce qu'il faut gagner, de où on part, d'où on arrive, c'est toujours le même sujet, quoi. Mais du coup, ouais. Du coup, démonter tout le faux plafond placo et mettre un faux plafond acoustique, c'est la Bah, plus onéreuse et la plus efficace. le plafond placo actuel, il est déjà acoustique. Une plaque de plâtre avec une laine dessus, il y a forcément quelque chose, c'est déjà acoustique.
Après, ce même plafond, mais avec peut-être une plaque de plâtre en plus et une épaisseur de laine en plus et suspendu différemment à la charpente, là ça doit être liaisonné directement fixé à la charpente. Si on le suspend avec des plots anti-vibratiles, on va gagner des décibels par-ci par-là. Après, voilà, le tout c'est de savoir combien il faut en gagner. Mais ça, je ne sais pas vous dire. Okay. D'accord, merci. Il y a ces deux solutions-là, quoi. Et après, de toute façon, vous avez une plaque de plâtre visible. Donc, au niveau de la résonance dans le local, que vous cassiez ce plafond pour en refaire un en plaque de plâtre ou que vous additionnez un autre plafond en dessous, au niveau de la résonance, ça ne changera rien. Il faudra mettre des panneaux acoustiques, des traitements dans le volume, au plafond ou ailleurs, pour traiter la durée de réverbération qui ne changera en rien lors de ces travaux. Ok, entendu, mec. Merci beaucoup. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que le liège en paroi est intéressant en termes d'acoustique interne? Catherine Bonhomme. Est-ce que le liège en paroi est intéressant en termes d'acoustique interne? Ben, comme je vous le disais, l'acoustique interne, c'est géré par les coefficients d'absorption des matériaux qui vont de 0, j'absorbe rien, à 1, j'absorbe tout. Ben, par rapport à du plâtre qui est à 0,07, le liège est peut-être à 0,1, 0,2, 0,3, il absorbe un peu plus. Mais comme toujours, c'est une question d'objectif. Voilà. Peut-être que l'objectif à atteindre n'est pas très loin par rapport à du placo, mais peut-être que la solution, si on fait le calcul, c'est de remplir tout le plafond et toutes les parois de liège. Peut-être qu'il vaut mieux mettre une laine de roche ou un autre matériau beaucoup plus absorbant et du coup en mettre moins. Ça, tout dépend voilà, de l'objectif à atteindre, mais le liège, bah, c'est un petit peu mieux que le plâtre, mais il y a beaucoup mieux que le liège en termes d'absorption. Et les plafonds tendus, ben, en général, c'est des plafonds tendus en matière plastique étanche, donc ça va faire comme du plâtre en fait. Sauf à faire un plafond tendu, mais qui soit en matière microporeuse, c'est-à-dire que l'air va passer à travers, le son va passer à travers, et à ce compte-là, on met un absorbant dessus, une laine de roche, une laine minérale, ou une laine de bois, une chanvre, peu importe, sur ce plafond micro-perforé. Il faut bien faire attention que justement le son passe à travers. Sinon, vous avez beau mettre sur un plafond tendu étanche la laine de roche que vous voulez, dessous, ça sera toujours pareil. L'acoustique interne ne sera pas modifiée. Bonsoir. Bonsoir. J'aurais une petite question concernant donc les machineries de système de gainable, principalement, qui véhiculent des bruits au travers donc des gaines dans toutes les pièces qui sont concernées. Vous aviez évoqué, je crois, des systèmes de pièges à son qu'on pouvait installer dans les conduits. Vous pourriez m'en parler un peu plus? Oui, alors il existe pas mal de systèmes de pièges à son. Le piège à son, bah, c'est un peu comme l'échappement de la voiture, c'est-à-dire qu'on oblige le flux d'air à passer dans un volume, des fois qui va être un peu plus grand que la gaine d'origine évidemment, parce que dans ce volume, on va ajouter des parois absorbantes. C'est très souvent de la laine de roche. Donc ça existe en rectangulaire, c'est-à-dire que la veine d'air va se séparer en plusieurs veines d'air. On va obliger le flux d'air, la veine d'air à passer entre, par exemple, 2, 3, 4 parois en laine de roche. Et donc là, on va avoir de l'absorption. Il existe aussi des pièges à son circulaires. Donc c'est comme un pot d'échappement, en fait. Voilà. On oblige l'air à passer à l'intérieur de ce volume. La paroi intérieure est perforée. Il y a une double enveloppe avec une laine de roche. Donc on absorbe le son. On laisse toujours passer l'air. Et il y a aussi des pièges encore plus performants dans lesquels il y a des circulaires avec un bulbe central. Donc on ajoute encore un élément au milieu avec de la laine de roche pour absorber encore plus. Ça, c'est des choses qui se calculent très très bien. Voilà. Moi, j'ai réalisé des gros pièges à son sur des installations monumentales. Et dans la veine d'air, à travers le piège à son, vous voyez la machine qui tourne et vous ne l'entendez absolument pas. Et si vous allez dans la pièce à côté, il y a plus de 100, 110 décibels. Donc c'est vraiment très efficace. Voilà. Ça se dimensionne, ça se calcule très bien en fonction de l'objectif que l'on veut avoir en niveau sonore à l'autre bout du réseau, du niveau de puissance acoustique de la machine
des dimensions des gaines, etc. Parce qu'il ne faut évidemment pas créer de perte de charge. Enfin, il y a plein de choses à regarder. Mais ça se dimensionne très bien. Il y a plein d'industriels qui vous proposent des pièges à son de toutes les formes, de toutes les longueurs. Ça se fait en général sur mesure. Mais un acousticien vous calculera ça au décibel près. D'accord. Système de chicane, donc a priori, d'après ce que je comprends. Pas chicane, non. Admettons, vous avez une gaine circulaire, vous avez un piège à son dont le diamètre va être un petit peu plus grand que votre gaine, qui va être branché sur votre gaine, et on oblige le son à passer là-dedans. Et ce piège à son, en fait, son enveloppe, c'est une double enveloppe, l'enveloppe extérieure métallique. Vous avez une laine de roche dedans et une autre enveloppe intérieure perforée. D'accord. Et des pièges à son rectangulaires, c'est la veine d'air. On va obliger l'air à passer. Comment dire? Comment vous dessinez à distance cette chose? Dans un caisson rectangulaire avec des cloisons verticales, on va dire, et l'air va passer dans ces veines verticales entre ces cloisons étant de la laine de roche, donc très absorbante. D'accord. Ça marche très bien. Vous allez voir chez des fabricants comme Trox, Aldes, etc. Vous allez voir les pièges à son circulaires et rectangulaires. Vous allez voir, c'est du grand classique. D'accord. Ça marche pour les particuliers aussi ou que pour les industriels? Vous pouvez, particulier, vous installer des pièges à son, il n'y a pas de problème. Ça a son coût, mais ça a son confort aussi. Ouais. La performance du piège à son, c'est sa longueur, sa dimension. Voilà. Après, il faut bien faire attention aux pertes de charge et à tous ces éléments-là qu'un piège à son peut engendrer. Évidemment, plus les veines d'air vont être petites, étroites, plus on va obliger l'air à passer dedans, meilleure va être l'absorption, mais plus les pertes de charge seront importantes aussi. Donc, il y a le bon compromis à trouver. C'est pour ça qu'en général, le piège à son est plus gros que la gaine, parce qu'il faut conserver la section de passage d'air. Et comme on rajoute des cloisons dedans, il faut grandir le truc. Voilà. Très bien. Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'ai fait le tour des questions écrites. On a répondu un peu à tout déjà. Ah, le mono-acoustique, très bien, quelqu'un m'a retrouvé le nom. Le mono-acoustique, le plafond de chez Roquefort, qui est blanc, aspect plaque de plâtre. Voilà. Très cher, oui, on l'a dit. Il y a une question sur le Fermacell qui est bien meilleur que le placo. Alors bien meilleur, c'est une plaque de plâtre avec des fibres donc un peu renforcées, c'est plus rigide. La densité est un petit peu plus élevée. Et du coup, on est un peu meilleur en acoustique. Mais attention, hein, un peu meilleur, c'est de 3 dB. Et 3 dB, comme je vous disais, à l'oreille, c'est pas grand-chose. Bon, alors si on met en œuvre une cloison 90-48 avec 2 plaques de plâtre de chaque côté avec du Fermacell ou pas de Fermacell, il y a un petit écart qui peut être intéressant et pas négligeable, hein, c'est sûr. On se retrouve un peu dans le sujet actuel des plaques placophoniques que Placo est en train d'essayer de vendre à tout le monde, qui sont quasiment 2 fois plus chères, pour une magnifique publicité qui vous dit 50% de bruit en moins. Alors c'est très bien, on est content, 50% de bruit en moins. Si ce n'est que 50%, quand on fait de l'acoustique, en acoustique il y a des logarithmes, et les logarithmes de 50%, ça fait 3 décibels. Et comme je vous disais, 3 décibels à l'oreille, ça commence à devenir perceptible. Mais on est loin d'avoir changé la face du monde. Donc attention aux plaques placophoniques que je préconise moi très peu, voire jamais, qui sont très chères, qui sont l'équivalent du Fermacell, pas en termes de prix, ça je sais pas, mais en termes de performance acoustique, et qui n'apportent vraiment pas grand-chose, voilà, avec une publicité qui vous fait croire à des miracles. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que la végétation peut avoir un bon impact sur l'isolement acoustique extérieur? Alors ça, c'est une question qui revient souvent aussi. Un écran de végétation, le vent passe à travers, donc l'air passe à travers, donc l'isolement acoustique est vraiment à la marge. Alors je ne dis pas si vous avez une route au loin, à quelques kilomètres, et que vous avez une énorme forêt de 500 mètres de large ou d'1 kilomètre de large entre la route et vous,
ça sera mieux que la forêt. Mais une haie dans votre jardin avec la route derrière, ça ne changera absolument rien. Absolument rien. Sauf sur l'aspect psychologique. Oui, oui. Mais si on met un sonomètre, Ouais. Bah, souvent, le fait de ne pas le voir, on l'oublie un peu, mais ça n'a pas d'explication concrète. voilà. Alors oui, après dans l'acoustique, il y a beaucoup de choses qui rentrent au niveau de la perception des choses. Et voilà, c'est la tondeuse que l'on passe qui fait pas trop de bruit, mais la même dans les mains du voisin qui vous embête parce que là, on est dans la psychoacoustique, qui est un des domaines que j'ai évoqué tout à l'heure, qui donne, voilà, vous avez des gens très sensibles, d'autres beaucoup moins. Voilà, mais théoriquement et par la mesure, ça se voit très bien, qu'il y ait une haie ou pas, c'est pas les décibels, les 1 ou 2 décibels qui vont changer grand-chose, mais peut-être que de ne pas l'avoir, ça, ouais, psychologiquement, ça va mieux. De toute façon, vous y êtes confronté à l'aspect psychologique de la réaction de certaines personnes. Comme vous le dites, vous leur conseillez de mettre une haie végétale, et du coup, n'étant plus agressés visuellement, ça diminue, pas la gêne, mais en tout cas l'importance qu'on lui donne. Bah, moi, je travaille quasiment essentiellement avec des particuliers depuis que je suis à mon compte, et c'est pas du tout le genre de conseil que je donne, hein. Moi, je donne des conseils faut mettre un écran acoustique type mur en parpaing, ce que vous voulez, sachant que selon la configuration, ben, vous allez gagner 1 dB, 10 dB, 5 dB, 15 dB. Tout dépend des distances de la voix au mur que vous allez mettre en place, du point de réception où vous êtes, dans votre jardin derrière le mur ou au premier étage. Du moment que vous ne cachez pas déjà la source acoustique, si vous la voyez, pas avec une haie, hein, mais avec un écran acoustique, déjà vous gagnez rien, c'est sûr. Donc plus l'écran est haut et plus il est long, et plus ce sera efficace. Mais ça a des limites. Quand on est en extérieur, on est limité. Existe-t-il un isolement phonique pour les nuls? Ah ben voilà une question. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Les textes réglementaires sont assez indigestes, mais si vous regardez les tableaux récap de, par exemple, la NRA, la nouvelle réglementation acoustique, vous avez isolement entre 2 pièces d'habitation voisines, 53 dB. Bon, c'est clair. Voilà. Vous avez l'isolement en bruit de choc, 58 dB, c'est clair aussi. Bon. Je ne sais pas si... rabat de base. Bon, voilà, j'ai fait un peu le tour de toutes les questions, je n'en vois pas d'autres. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des personnes branchées qui ont des questions à me poser à l'oral. Sinon, je vous laisse reprendre la main, peut-être. Il est quelle heure? Oui. Moi, j'ai une petite question aux participants qui sont encore là. Est-ce que vous verriez l'intérêt d'une formation sur cette thématique de l'acoustique? Pas forcément une formation très longue, hein, ça pourrait être peut-être sur une journée ou 2 jours, mais est-ce que vous y verriez un intérêt, en tout cas? Bien sûr, d'accord. Hein, d'accord, puisque très souvent, hein, quand on a des nouvelles thématiques comme celle-ci, on va les proposer d'abord en webconférence. Ça nous permet d'évaluer un petit peu le besoin, et puis en fonction, ben, on déploie une formation derrière qu'on vous propose et que vous êtes libre d'accepter, bien entendu. Donc, on va y travailler. Mais je pense que Thomas, vous réalisez déjà de la formation? Enfin, non, en acoustique, non. D'accord, très bien. Bon, bah écoutez, à développer alors. Oui, ben, je vois toutes les réponses qui arrivent, avec Oui, beaucoup de réponses positives quand même sur l'utilité d'une éventuelle formation. Ouais. oui, oui, oui.
avec effectivement des réponses très concrètes. Le problème des réponses très concrètes, c'est que ça dépend toujours, c'est toujours des cas particuliers quasiment. Et Enfin, oui, pas bien toujours. sûr. Mais je Et pense qu'on doit euh, retrouver quand même peut-être certaines caractéristiques. bien sûr. Voilà, c'est face à tel type de caractéristiques, comment on peut Si on construit, intervenir, avec quels matériaux, voilà, etc. dans la construction de neuf avec des matériaux habituels, Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire, ça oui. ouais. Après, Oui, si par c'est exemple, et important, puis de la en rénovation aussi, et puis ouais. peut-être savoir quel type de produits, de matériaux on peut utiliser, lesquels sont à proscrire en fonction de certaines situations, de certaines caractéristiques. Mhm. Je pense que ça peut, oui, voilà, on dit avec des études de cas. C'est, je pense que ça peut être aidant. En tout cas, peut-être aussi quelle démarche je dois faire quand je suis face à un existant et que on me demande une isolation. Enfin, en tout cas, pour répondre à un problème phonique, quelle est la bonne démarche peut-être à avoir pour apporter des solutions. Qu'est-ce qu'il faut évaluer, qu'est-ce qu'il faut regarder. Dans la rénovation, c'est un peu compliqué dans le sens où il va falloir déterminer le besoin et l'objectif derrière. Oui, C'est-à-dire que l'isolement de façade très faible, très bien. Qu'est-ce que je veux derrière? Est-ce qu'il y a une obligation réglementaire déjà ou pas? Ou est-ce que c'est une histoire de confort? Confort, ça veut dire qu'il faut voir avec les gens, ben, qu'est-ce que vous voulez? On essaie de ramener le bruit des avions au niveau du bruit de fond, ça veut dire qu'il faut gagner 20 dB. Donc ça veut dire qu'il faut changer toutes les menuiseries, changer ceci. Tout dépend de où l'on part, de où l'on veut arriver. oui, je n'en Innovation, doute pas. Mais bon, peut-être au moins savoir se poser les bonnes questions et mais là, c'est vraiment un travail d'acousticien, quoi. oui, C'est difficile de donner des recettes qui marcheraient dans tous les oui, coups. je comprends bien, oui. C'est toujours du cas Mais particulier. justement, pour savoir aussi à quel moment on fait intervenir l'acousticien, ça peut être intéressant, ça aussi. Oui, après, dans les projets de construction de neuf, entre guillemets, il y a des recettes, quoi. Oui. On sait qu'un Mhm. mur en béton de 12 cm en séparatif de voisins, par exemple, ça n'a pas marché. Bon, voilà, il vaut mieux augmenter l'épaisseur ou passer de la cloison placo ou faire d'autres choses. Ça, on peut voir ce genre de choses. Oui. Oui, admin, j'ai des questions. On peut encore poser des questions ou c'est trop tard? On peut poser des questions. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que un concert de rock dans une église, ça fonctionnait pas trop. Si je comprends bien, ça veut dire que chaque usage, il y a une acoustique différente et un problème différent. Quand on a un projet de salle polyvalente, par exemple, il y a des activités différentes. Est-ce qu'on peut se donner comme règle, et quand on n'a pas d'acousticien sur un petit projet, qu'on ne peut pas se payer à maîtrise d'œuvre un acousticien, est-ce qu'on peut dire que la surface du plafond plus un retour de mur, c'est suffisant sur une salle polyvalente? Ou est-ce que déjà on a une bonne réponse ou est-ce qu'il faut s'associer avec un acousticien? Alors, déjà, si vous. Un retour de mur, est-ce que ça suffit, quoi? Oui, alors je dirais même traiter le plafond, 100% du plafond, allez, avec un matériau très absorbant. Déjà, ça devrait aller. Après, on n'en a pas parlé, attention. On se dit, ben, je fais une salle, pour qu'il m'arrive aucun problème, je mets de l'absorbant partout, plafond, mur, très performant, oulala, comme ça, j'aurai aucun problème. Ben, ça va générer un autre problème, c'est que l'orateur qui va être au bout de la salle là-bas, ben, entre vous qui êtes au fond de la salle et lui, il y a ce qu'on appelle la décroissance du son, la décroissance spatiale, qui est très très forte si vous mettez de l'absorbant partout. C'est-à-dire que le gars au fond de la salle, il va finir par plus entendre la voix de l'orateur. Donc il y a une histoire d'équilibre aussi. Voilà. Donc traiter au maximum, c'est pas forcément bon non plus, et c'est même à proscrire dans la plupart des cas. Hein. Une salle de classe, vous traitez très fort. Mon idée, c'était de faire au minimum, justement. Alors le minimum, c'est que le plafond. Le plafond en général, que vous traitiez 100% ou les 2 tiers de la surface avec un matériau très absorbant, avec un coefficient de 0,8 ou 0,9, en général, ça solutionne la quasi-totalité des problèmes, quoi.
Il n'y a vraiment que dans quelques cas de salles très 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 bruyantes d'activités avec des enfants où si on veut augmenter le confort, là il faut vraiment y aller. En plus sur les murs, on peut ajouter du mobilier absorbant aussi, des cloisonnettes. Enfin, des fois il faut vraiment traiter fort, quoi. Et des fois on n'a pas accès au mur, c'est tout vitré, donc c'est que le plafond et après c'est par le mobilier. Ça arrive dans des grands restaurants d'entreprise par exemple. On ne peut pas traiter la paroi vitrée, donc on va attaquer avec des cloisonnettes mobiles traitées en acoustique, le dos des mobiliers, toutes ces choses-là. Ouais. Après, j'ai une seconde question. Vous avez évoqué sur un bâtiment neuf, sur un site vierge, on doit intervenir. L'étude sonométrique, il faut toujours faire une étude sonométrique et la comparaison avec le projet fini, parce qu'on fait une salle polyvalente dans un village, dans un lieu où il y a des riverains. Il faut, la règle, c'est quoi? Est-ce que pour se préserver d'un différend avec le voisinage, la règle, c'est quoi par rapport à l'acoustique? On caractérise le bruit ambiant existant avant installation de la salle, ou ça peut être fait une fois que la salle est faite, mais sans émission sonore dans la salle. Donc là, on prend en compte en fait l'ensemble des événements sonores qui existent habituellement dans le site, si vous voulez. Il n'est pas question de passer à 3 heures du matin, de faire une mesure de 4 secondes en faisant bien attention qu'il n'y ait pas le moindre grillon ou chien qui aboie, parce qu'on va arriver à 20 dB n'importe où. Et ensuite, ça va impliquer que plus aucune activité ne sera nulle part possible. Donc en fait, on fait des mesures d'assez longue durée, de jour et de nuit, et on va extraire des demi-heures calmes, représentatives, dans lesquelles il va y avoir quelques passages de voiture. Bref, c'est l'environnement sonore dans lequel les gens vivent habituellement, en termes de dose de bruit. Et ensuite, vous, la salle que vous mettez en place, il faut que sa sonorisation, il y ait peut-être un limiteur de pression sonore dessus, que l'isolement de la façade soit bien dimensionné, de manière à ce que le bruit généré par la sonorisation de la salle qui va sortir ne modifie pas ce paysage sonore de plus d'une certaine valeur. Alors pour rentrer un peu dans le détail, de nuit, on n'a pas le droit de modifier le paysage sonore de 3 dB d'émergence et de jour de 5 dBA d'émergence. C'est des dBA, pardon. Donc 3 dBA de nuit maximum et 5 dBA de jour. 3 dBA de nuit, ça veut dire quoi? C'est que si le bruit ambiant d'une demi-heure calme de votre voisinage est de 35 dBA, admettons, votre salle, si on la prend seule, elle n'a pas le droit de faire plus que 35 dBA aussi chez le voisin. Pourquoi? 35 plus 35, ça va faire 38. Donc le son résultant de votre salle dans l'environnement sonore qui existe déjà à 35, on aura un bruit à 38. Et 38 moins 5, ça fait 3 dB. Et donc là, on est à l'émergence maximale. Donc votre salle n'a pas le droit de faire plus de bruit que en fait, le bruit préexistant. Ensuite, il y a une histoire de durée d'apparition. C'est-à-dire que si vous faites du bruit très peu de temps, 1 minute ou 2, vous avez une majoration. Vous avez le droit d'émerger plus. Par contre, si ça dure 8 heures toute la nuit, c'est le 3 dB de nuit à ne pas dépasser. Voilà. Merci. Bon, voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour, sauf s'il y a encore une question ou deux. Oui, je pense qu'on va arrêter. Il est -5. Je vous enverrai l'enregistrement et je vous enverrai également l'attestation de formation. Donc tout ça partira la semaine prochaine. Je vous remercie pour votre participation à cette webconférence. Je vois qu'elle a suscité beaucoup d'intérêt, donc on est très content de ça. Et n'oubliez pas d'aller voir sur notre site internet, nous vous proposons plusieurs thématiques. La prochaine, ce mois-ci, traite du chauffage par le solaire et de l'eau chaude sanitaire par le solaire également, le solaire thermique. Voilà. Alors moi, une petite question. Oui. Si on va vers une formation, s'il y a un intérêt à la... J'ai déjà vu passer pas mal de messages disant, voilà, avec des cas concrets, etc., etc. Ce serait bien de lister, alors peut-être déjà ce qui a été écrit dans le chat. Oui, alors ça, j'ai un historique, donc je pourrais le ressortir et puis on pourra s'appuyer dessus.
Voilà, à partir de ça, éventuellement aussi, je ne sais pas par quel moyen, un petit mail aux gens qui ont participé pour leur demander quels sont leurs besoins pour essayer de cibler au mieux une éventuelle formation. Bien sûr, oui, 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 tout à fait. Oui. Après, quand on démarre des formations qui sont nouvelles, on commence toujours par une formation test. Donc, on propose à un panel de participants de s'inscrire sur la formation gratuitement. Alors évidemment, l'intervenant est rémunéré parce que c'est quand même un gros travail. Et en contrepartie, il participe à l'évaluation en fait de la formation justement pour essayer de l'adapter au mieux aux besoins réels. Donc c'est vrai que ça peut varier d'un public à l'autre, mais généralement c'est assez fiable et ça nous permet ensuite de rectifier et de proposer une formation qui soit vraiment en phase avec des besoins réels. Donc c'est plutôt pas mal de procéder comme ça. Très bien. Voilà. Bon, mais écoutez, je dis au revoir à tout le monde, à ceux qui restent. Oui. Merci de votre écoute. Merci à vous pour cette présentation qui était très intéressante. Et puis, on reviendra vers vous très prochainement pour voir comment on peut proposer et monter un programme de formation. D'accord. Très bien. Merci à votre intervention et merci à ILO Formation. Merci avec plaisir. Merci à ILO Formation. Au revoir. Au revoir.